Le nord-est de l'Inde est une région éloignée, entourée par le Tibet, Myanmar, le Bangladesh et le Bhoutan. La région entière est rattachée au reste du pays par un bras de terre étroit connu sous le nom le cou de poulet, large d'environ 20 km à son plus étroit. Il s'y trouve 7 États: Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur et Nagaland. Son sol fertile est irrigué par d'immenses rivières, comme la Brahmaputra et le Lohip, nourries par les neiges de l'Himalaya et les pluies de la mousson. À cause de sa relative isolation, une grande partie de terrain désertique est restée intacte. C'est la demeure du Loluk gibbon, de troupeaux d'éléphants sauvages, du rhinocéros à cornes et d'une vaste étendue d'oiseaux locaux et migrateurs. La diversité ethnique du Nord-Est représente un mélange asiatique où les races brunes et jaunes se rencontrent et se mélangent. C'est le pont culturel entre la terre indienne et le sud-est de l'Asie. C'est un mélange complexe qui a vu des vagues de migration au travers des siècles. Des habitants sont venus du sud-est de l'Asie et de la région aujourd'hui comprise entre le Tibet, Myanmar, le Bangladesh et le Népal, et aussi éloignés que le sont à l'ouest du pays, le Rajasthan et le Punjab. Parmi les habitants originaux des plaines Naga sont les Mazak-Charis, dont les ancêtres gouvernaient autrefois un royaume puissant qui s'étendait jusqu'à la vallée de Brahmaputra. Ils entrèrent en conflit avec les autres principales puissances de leur temps, les Atomes, gouverneurs de l'Assam, et ils furent forcés de déplacer leur capitale plus au sud. Les ruines anciennes des gouverneurs Mazak-Chari reposent en silence, mais ne sont pas abandonnées. L'histoire est en train d'être restaurée. La Brahmaputra divise le nord-est et son influence est ressentie dans la vallée et les collines. La Brahmaputra est une force de vie. Elle domine l'Assam. Cette vallée a été le berceau de beaucoup de civilisations et de cultures. Dans ces excavations, à Suryapahar au sud de l'Assam, les archéologues ont trouvé un mélange de figurines religieuses jaïnes, bouddhistes et hindoues, démontrant une reconnaissance de foi égale par les rois d'autrefois. On peut voir des images dispersées à travers l'État, indication d'un héritage riche et ancien. De vieux temples et sanctuaires attirent encore des pèlerins d'à travers le pays. Peut-être le plus connu est Kamkaya, où la déesse Parvati est adorée. Kamankaya est l'un des nombreux temples proéminents de Guwahati, la plus grande ville du nord-est. Pas loin d'ici se trouve Madan Kamdev, où quelques reliques survivantes soulignent leur signification culturelle. Les images érotiques montrent l'existence d'une secte qui croit que l'amour physique était une manière d'atteindre l'amour divin.
Guwahati d'aujourd'hui, la capitale commerciale de la région, s'étend sur les deux côtés de la rivière Brahmaputra. Ailleurs se trouvent les tombes d'Om, où sont ensevelis les rois de la région, qui comprend ceux de la Thaïlande qui immigrèrent en Assam durant le XIIIe siècle. Il y avait les Thai Ahom qui gouvernaient Assam durant 600 ans, remportant la victoire sur toutes les invasions étrangères, incluant les Moghols, jusqu'à ce qu'ils succombent aux Anglais. Leur ancienne capitale et bâtiments vigoureux se tiennent toujours là, fiers et solides. La bonté de la nature est visible partout. Par-dessus tout, c'est une région riche et fertile, avec beaucoup de similarités avec le sud-est de l'Asie. Les formes traditionnelles d'agriculture et de pêche sont la norme, comme elles l'ont été depuis des siècles. Les festivals d'Assam aussi, comme d'autres festivals dans d'autres parties du Nord-Est, ont également une forte association avec l'agriculture et la pêche. Bihu, en avril, signale la nouvelle année, ainsi qu'une bonne moisson. Ce festival est célébré de différentes manières par différentes communautés, mais chacun d'eux est marqué par la musique et la danse, des chants romantiques et des balancements de taille fine. La culture d'Assam est aussi profondément ancrée dans les monastères qui furent établis à travers la vallée par un saint réformé du XVe siècle, Shankar Dev. Les monastères de Satra étaient des centres d'enseignement religieux de la foi vishnavite, un hindouisme réformé, riche en rituels et dominance brahmanique. Shankardev et ses disciples approfondirent leur travail dans la solitude de Majuli, la plus grande île de rivière du monde, dans la Brahmaputra. Ils apportèrent une forme de foi populaire et folklorique aux habitants à travers danse, pièces de théâtre, musiques et poèmes. Les danses étaient mâles comme elles le sont ici.
traditions ne sont pas limitées au thème d'amour divin, mais comprennent aussi une forte influence de mythologie auxquelles les audiences peuvent facilement s'identifier. Les textes anciens de ces histoires sont parfaitement préservés. La soie dorée d'Assam fait parmi ses meilleures traditions connues. Elle est tissée en grand nombre de tissus, incluant makala, chardor et sari tapi. Tissée par un métier à tisser avec des dessins complexes. Le son du marteau ou du métal, le travail des cloches en métal de Sartebari. Dans des conditions primitives, il façonne des assiettes et gobelets, plateaux, bols, cruches et cymbales, produits de haute demande. Les processions religieuses sont des activités plutôt communes. Celles-ci se passent dans la ville de Ajo, où 3 différentes foi sont pratiquées, l'hindouisme, l'islam et dans les temps plus anciens, le bouddhisme. C'était le premier lieu qui reçut l'islam dans toute la région dans le XIe siècle, et il représente, grâce à cette large ouverture d'esprit, un bon exemple de la culture multireligieuse d'Assam. Plusieurs tribus et petites communautés des autres parties du nord-est et du sud-est de l'Asie qui ont été déplacées ont trouvé nouvelle demeure dans l'Assam. Elles préservent leurs traditions culturelles distinctives. Parmi ces groupes sont les Rabas. Les Boros sont parmi les plus nombreux et anciens habitants de la région d'Assam. Les Boros aussi sont principalement des agriculteurs et sont dispersés sur les 900 km de la vallée. Les Sikhs assamises sont une communauté distinctive, éloignée de leur terre originale du Punjab. Ce sont les descendants des disciples du gourou sikh Tej Bahadur qui voyagea dans l'Assam au XVIIe siècle. Un de leurs grands temples, Gurudwara, est situé de manière éblouissante à Dhubri, sur les bords de la Brahmaputra, au sud de l'Assam, juste avant que la rivière s'infiltre dans le Bangladesh. Au long de la rivière, d'autres communautés se sont formées. Les cueilleurs de thé y furent transportés depuis le Bihar et l'Orissa au XIXe siècle pour travailler dans les plantations anglaises. Ils sont maintenant la seule communauté la plus grande de toute la vallée. C'est à cause de leur dur travail et de l'habileté à diriger des entrepreneurs que le principal export de l'Assam, un fort brasseur de thé, a fait ses marques dans le monde.
part le thé, Assam est reconnu pour ses abondantes forêts et sa vie sauvage, spécialement le rhinocéros à cornes, au parc national de Kaziranga. Rhinocéros, éléphants et beaucoup d'autres habitants partagent l'espace avec les plus petits de la jungle. Les ressources naturelles de la vallée se voient également dans les gisements houillers de la partie supérieure de l'Assam et ses grandes réserves d'huile et de gaz qui sont exploitées pour l'usage industriel. L'ancien royaume de Manipur est parmi les plus petits États du Nord-Est, avec une population d'environ 2 millions. Son nom signifie littéralement « le pays des pierres précieuses ». Il a été adressé dans des contes historiques comme Nekli, Ksai et Nkate. Il est aussi situé sur les parcours anciens et chemins de migration entre le sud et le sud-est de l'Asie. Le vieux palais se situe sur les flancs de Govindaji, le proéminent temple hindou de Manipur, vieux de plus de 200 ans. Situé dans la capitale, Imphal, l'ouverture quotidienne du sanctuaire est un rituel élaboré qui attire des dizaines d'adorateurs. Manipur est unique de diverses manières, spécialement la vallée d'Imphal, où demeurent les hindous Vaishnavites, connus sous le nom de Maïtés. Les Maïtés viennent à l'origine de 7 clans majeurs et l'hindouisme est comparativement un phénomène récent. Le rôle principal des femmes dans la société maïté est évident. Il y a un immense marché à Imphal où toutes les femmes se trouvent. Il y a de plus petites versions à travers l'État où les femmes tiennent tous les magasins où sont vendus nourriture, ustensiles de cuisine, tissus et poissons. Manipur est devenu un État hindou durant le XVIIIe siècle sous l'influence des prêtres bengalis. Cependant, sa population révère encore Sama Mahi, une divinité pré-hindoue, comme le dieu principal lors de la célébration de la nouvelle année en avril. Les offrandes de nourriture sont données en premier à Sama Mahi et ensuite emmenées au temple local ainsi que placées au devant des maisons. Après un immense festival pour la nouvelle année, les fidèles arpentent une colline sur laquelle se trouve la divinité. Ce rituel est aussi une méthode excellente pour travailler sur les effets qui suivent le repas. Les collines sont dominées par les communautés des Nagas et des Kukis, qui sont à majorité chrétienne. Maram Naga tire un juggernaut, un chariot sans roue qui porte un immense rocher d'environ 5 mètres de haut et d'un poids de 20 tonnes. Ils sont en train de célébrer le 50e anniversaire de l'église.
Tournoiement du jeu d'épée. Un corps souple passe et s'écarte. Sa figure et ses armes éclaircissent l'air. C'est le Tangta, un des anciens arts martiaux de Manipur. Leur habileté est toujours aussi fine, comme le montrent les deux hommes aux épées. Le jeu d'épée est en contraste avec le site le plus paisible du nord-est, le lac Loktak. Un unique terrain d'eau, un lac d'eau fraîche où la vie se meut à rythme reposé. En fait, toutes ces minuscules îles sur le lac bougent, couvertes d'herbes épaisses et succulentes. Des familles de pêcheurs vivent dans de petites huttes sur ces pundis, nom de ces petites îles. Les pundis sont ancrés dans le lit du lac. Le parc national est une extension du lac Loktak, où les marécages et les ruisseaux sont la maison des Sangay, les biches antilopes brunes, qui ont fait un retour dramatique des bords de l'extension. Pas loin du lac Loktak se trouve Moirang, une ville historique, car c'est là que le fils le plus galant de l'Inde, Netaji Subhash Chandra Bose, installa la maison mère de la région libérée de Manipur et des collines Naga en 1944. Bose conduisit l'armée nationale indienne aux côtés des Japonais dans la guerre contre les Anglais. Bien que la stratégie militaire finalement échoua, l'appel de Bose électrifia la nation. Sur la route qui conduit à Moirang se trouvent deux mémoriaux construits par les Japonais, sans doute pour se souvenir des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Un des monuments commémore la fin de la guerre et l'autre se souvient des Indiens et Japonais qui sont morts durant la guerre. La grâce enchanteresse d'une danseuse de Manipur est touchée avec passion. Il y a aussi Pang Shalom, la danse des tambourins, où il semble qu'ils s'envolent. En regardant ces danses, le visiteur ne peut être critiqué lorsqu'il se demande si les dieux n'auraient pas appris à danser à Manipur. Ratantiyam est parmi les auteurs dramatiques les plus célèbres, respecté ici et à l'étranger pour son œuvre théâtrale, qui a de solides racines dans sa propre culture. Lorsque nous avons commencé ce théâtre, nous avons senti dès le début qu'il nous faudrait un meilleur et plus grand espace pour travailler. Aussi, la chose la plus importante
était d'avoir un temple pour travailler. Le studio du théâtre est comme un temple pour nous. Le bâtiment lui-même est un lieu où tous les acteurs doivent aller et travailler pour gagner de quoi vivre. Après ce que nous faisons, vous savez que la survie dans le théâtre est très difficile. Nous avons toujours besoin d'un espace où l'on puisse se concentrer. Et cette concentration nous conduit à une sorte de qualité spirituelle et le développement d'une profondeur spirituelle à l'intérieur d'une personne ou d'un acteur doit être celui-là. C'est ce que l'on ressent. L'acteur doit s'abandonner à sa production. La production et le fait de jouer deviennent sa propre religion. Mais il doit connaître et respecter toutes les religions. Et c'est pour cela que nous voudrions créer un espace où nous pouvons nous concentrer en toute situation. Amour divin, l'amour de Krishna, le dieu sombre avec Radha. C'est au cœur même de la danse Manipuri qui fut créée par Maharaja Bajiyachandra en 1780. Il est dit que la danse lui fut révélée dans un rêve et la performance est elle-même comme un rêve. Langoureuse, avec des danses voilées exquises, des robes scintillantes de paillettes et des blouses qui se portent avec la légèreté d'un papillon. Tripura est un autre royaume ancien dont certains historiens disent qu'il est le même pays mentionné dans le Mahabharata, dans le grand épique d'amour, de guerre et de puissance divine. Les origines du royaume sont mentionnées dans les chroniques royales de Tripura, connues sous le nom de Rajamala. Cependant, avec le temps, beaucoup de choses ont changé. L'élégant palais royal, dessiné selon les traditions européennes, avec des gouttières, des colonnes et des balustrades, est maintenant la législature d'État qui démontre la transition de la monarchie aux règles démocratiques. Les Moghols dominaient Tripura durant le XVIIe et XVIIIe siècle, avant que la compagnie anglaise de l'Est de l'Inde vienne sur la scène. L'impact européen se fait toujours sentir dans l'architecture, comme au Nil Mahal ou Lake Palace, non loin de la capitale, Agartala. Des flots de visiteurs viennent voir ce palais d'été dépéri, avec ses élégants jardins, ses colonnes et ses chambres stylées mais vides. Les traditions plus anciennes se voient dans les rochers massifs taillés d'Unakoti, dans le nord de Tripura, qui ont soi-disant 900 ans et datent de l'ère Kari. Les légendes sont beaucoup plus vieilles. Une d'entre elles prétend que le seigneur Shiva, le dieu hindou de la destruction, s'arrêta ici avec une immense assemblée de dieux et déesses durant un pèlerinage. Tripura est la demeure de 19 tribus distinctes, incluant les originaux tripuraises, qui sont une minorité dans leur propre terre, et les Burman Ksharis. La vie tourne autour de l'agriculture et des plantations de riz dans les plaines.
ailleurs, les danses célèbrent la moisson et la fertilité. Tripura a aussi de grandes étendues de plantations de caoutchouc. C'est le second plus grand producteur de la récolte en Inde après le Kerala. Les forêts qui étaient autrefois abondantes sont aujourd'hui bien réduites, mais il y a de bons succès grâce aux efforts de conservation et de régénération. Un des meilleurs exemples documentés est un projet de gestion des forêts dirigé par une organisation non gouvernementale et le département des forêts de l'État. La frontière du Bangladesh n'est loin d'aucune région de Tripura. Cette frontière existe depuis 1947. Mais l'histoire de cette région franchit les frontières, spécialement en termes de l'influence bengali et de sa culture qui a envahi l'État. Les premiers collèges du Nord-Est furent construits à Agartala et Rabindranath Tagore, le gagnant du prix Nobel de littérature, y vécut et travailla durant plusieurs années. Il aimait le patronage des rois tripuris qui admiraient le génie de Tagore et fondèrent généreusement son université à Shantiniketan au Bengale occidental. Cette villa en ruine était autrefois la maison de Tagore. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une coquille, ouverte aux éléments, dépérie et dont personne ne s'occupe. Au fil des ans, le bengali remplaça la langue originale, Kakborak. Mais actuellement, de grands efforts sont faits pour restaurer la langue pour son peuple. Mizoram est l'un des États les plus jeunes de l'Inde. Il est né en 1986 et a une population d'environ 700 000 habitants. Les Mizo font partie du clan des Kuki qui vivent sur les bords de la frontière entre l'Inde et Myanmar. Très peu d'informations sont connues sur le passé éloigné, mais il est largement accepté qu'ils sont de la souche tibéto-birmane et ont vécu dans les collines Chin de la Birmanie depuis le XIVe siècle. Fuyant la pression des autres tribus, ils migrèrent dans les collines Mizo ainsi qu'à Manipur et Assam.
Ici, ainsi que dans les autres États à collines du Nord-Est, l'Église joue un rôle dominant. Le dimanche, tous les magasins sont fermés, alors que les gens, dans leurs plus beaux habits, marchent vers l'église pour le service du matin. Dans les villages, les maisons sont construites sur pilotis, à cause des pentes raides et des sols mous. On peut facilement entrer d'un côté de la maison depuis la rue et se trouver au 4e étage. Les danses miso sont principalement connectées à l'agriculture, qu'il soit djung ou changement de culture ou de moisson. Tout le monde dans les villages prend part à ces opérations et danse comme les Cheilam et Chero. Les célèbres danses bambou ont l'empreinte d'autres communautés du sud-est asiatique. L'artisanat est une part essentielle de la vie économique du Mizoram. Beaucoup de femmes préfèrent encore les habits traditionnels d'un poua ou d'un sarong brodé et d'une blouse. Les hommes ont moins de choix. Le cliquetis des métiers à tisser est fréquemment entendu en dehors des maisons et dans les rues d'Aizol, la capitale, et dans d'autres petites villes. Le Mizoram a également un autre crédit social. C'est actuellement le leader du degré d'alphabétisation du pays, ayant dépassé le Kerala avec un taux d'alphabétisation de 98%. In these two examples, okay, we don't see any material names. We don't see any material names. Une chanteuse fredonne sur la beauté de l'État, ses peuples, ses forêts, mais l'eau est un problème. Et à part les puits à tubes, le Mizoram s'est attaqué au déficit d'eau avec un système innovatif de moisson d'eau en faisant des réserves d'eau de pluie dans des réservoirs. Nagaland fut premièrement inauguré comme le 16e État indien en 1963 et ses frontières touchent Myanmar, Arunachal Pradesh, Assam et Manipur. Il comprend 16 tribus principales et un grand nombre de sous-tribus. Plusieurs villages, comme celui-ci, sont établis sur des crêtes élevées et étaient à l'époque presque inaccessibles.
Mais la construction de routes a changé cela. Le village de Koloma, que l'on voit ici, est un des villages légendaires du Nagaland qui fut pionnier en matière de culture en terrasse des siècles auparavant. La foi est profonde ici, et dynamique, et le chœur chante en angami, la langue locale. L'influence dominante de l'Église est à voir dans la cathédrale massive de Kohima, dessinée selon la ligne traditionnelle. Mais il y a ceux qui préfèrent siroter de la bière faite à base de riz. Les nombreuses tribus du Nagaland ont différentes danses et traditions. Chaque groupe peut être identifié par ses costumes, spécialement par les châles et les bijoux. Des tissus fabriqués localement et des habits, ainsi que de l'artisanat à base de canne à sucre sont populaires et de jeunes stylistes leur ont donné une touche de classe. Un des groupes sont les Masaksharis. Cette tribu autrefois puissante est aujourd'hui dispersée et se trouve en petite poche, se rattachant à ses traditions car elle a perdu ses propres terrains. Cette performance est ironiquement la célébration de la victoire devant le roi. Guerre et paix, victoire et défaite, la futilité de jeunes vies perdues pendant la Seconde Guerre mondiale. La marée japonaise conquérante fut inversée après des mois de bataille amère ici à Kohima, comme le mémorial dit. Quand tu rentres à la maison, parle-leur de nous et dis-leur que pour leur demain, nous avons donné notre aujourd'hui. Meghalaya, demeure des nuages, pays de brume, pluie et chute d'eau. Les villes de Cherrapunji et Mosulram reçoivent les chutes d'eau les plus importantes dans le monde. La mission de Ramakrishna, qui est l'un des premiers centres à promouvoir l'éducation et la foi, ainsi que le collège de théologie, est situé à Cherrapunji. Ils font partie d'un réseau étendu d'éducation dans le Meghalaya qui fut morcelé de l'Assam en 1970. Des ruisseaux ont coupé à travers rochers au long des millénaires, et des grottes mystérieuses se trouvent en abondance dans les collines Kassi et Garo. Il y a 2 bosquets sacrés, protégés par des communautés locales, avec la croyance que les esprits qui demeurent là-bas ne doivent pas être dérangés. Narteyang est un autre bosquet sacré, pour de toute autre raison. C'est un lieu où un grand mégalithe est taillé dans la pierre en mémoire des grands guerriers.
Les peuples de collines du Meghalaya pratiquent la culture en déplacement. Ici, des membres du peuple Garo plantent des graines pour la nouvelle moisson. L'État est la demeure de 3 principaux groupes ethniques, les Khasi, les Jaintia et les Garo, et chacun d'eux suivent le système d'héritage de la lignée maritale où la plus jeune fille hérite de la propriété. Shillong, la capitale du Meghalaya, est une ville cosmopolitaine d'écoles et d'églises. On pense que les Khasi ont émigré depuis la région comprenant maintenant Kampuchea, il y a des centaines d'années. L'air de Shillong est vif et rempli d'odeurs de pin et d'arbres. Le lac Wards, construit par les Anglais, est pour les parieurs et autres personnes souhaitant s'amuser. Les missionnaires gallois apportèrent le presbytérianisme dans les collines Khasi, ainsi que l'écriture, laissant une empreinte indélébile. L'Arunachal Pradesh, le plus diversifié et plus spectaculaire des 7 États. C'est le pays du soleil levant, alors qu'il s'étend sur plus de 80 000 km², ce qui fait de lui le plus grand État du Nord-Est. Cependant, il a une population de moins d'1 million. Il y a plus de 21 communautés principales, avec plus d'une centaine de sous-groupes ethniques. Environ 2/3 de l'État sont recouverts de forêts, spécialement d'arbres à feuilles caduques et de conifères. Peu de régions de l'Himalaya ont une telle étendue de forêts si riches en vie sauvage. Les Monpas font partie des traditions tibétaines et vivent près de Tawang. Ils suivent l'école de bouddhisme Mahayana qui est pratiquée par le Dalai Lama, le leader tibétain exilé. À Tawang, l'influence tibétaine est évidente, là où l'un des plus grands monastères bouddhistes est situé. Le bouddhisme est l'une des religions principales de l'Arunachal Pradesh et il a trouvé un lieu remarquablement magnifique, montagnes et profondes vallées, ruisseaux et lacs clairs. D'autres groupes, dont les Ushru, connus plutôt sous le nom Aka, qui accueillent les visiteurs dans leur village de manière coutumière, avec musique et danse. Ensuite, les Apatanis, parmi les communautés paysannes les plus progressives du Nord-Est. Depuis des générations, les Apatanis ont développé une technique hautement viable de culture en terrasse sur les minuscules plateaux au centre de l'Arunachal Pradesh. Auparavant, ils défiguraient les femmes en les forçant à porter des bouchons dans le nez qui les rendaient inattractives pour les attaquants. Mais ces pratiques ont aujourd'hui disparu. Plus à l'est se trouve le pays des Khamtis. Ils suivent des festivals comme le Sankar,
la nouvelle année, où des images de Bouddha sont lavées comme rituel. Les Khamtis immigrèrent depuis la frontière birmane chinoise il y a environ 200 ans et s'installèrent dans la région supérieure de la Brahmaputra. Un groupe ethnique dominant dans l'État sont les Adis, qui vivent dans la vallée Siang. La vallée Siang est le lieu où la Brahmaputra, venant du Tibet, s'infiltre dans l'Inde, dans l'Arunachal Pradesh. La foi traditionnelle des peuples d'Arunachal Pradesh est Donnipolo, l'adoration de la lune et du soleil. D'autres piliers de sociétés traditionnelles survivent encore fortement. Le Kebang, ou conseil de village, qui est appelé à régler des disputes sans passer par un tribunal de la loi. Les peuples d'Arunachal Pradesh, comme les autres peuples du nord-est de l'Inde, se raccrochent à leurs traditions en ces temps de changements rapides. Car ils ont, comme d'autres habitants de cette région, franchi un millier d'années en la durée d'une seule vie.